Il arrive un moment dans la vie où prendre de l'âge ne signifie pas forcément devenir plus sage, mais simplement répéter les mêmes manies, avec davantage d'expérience. Certains comportements deviennent tellement courants avec le temps que plus personne n'ose les mentionner. Pourtant, ils fatiguent, éloignent et parfois même font honte. Et non, je ne parle pas des rides ni des douleurs du corps. Je parle de ces attitudes qui vieillissent l'âme bien plus que le corps, la plainte constante, le manque de curiosité, la rigidité mentale. La philosophie stoïcienne disait qu'en vieillir dignement consiste à garder le contrôle sur soi-même, et non sur les autres. Mais bien sûr, cela demande de l'humilité, et tout le monde n'est pas prêt à l'exercer. Aujourd'hui, nous allons placer un miroir devant ces vilaines habitudes que beaucoup nient, mais que tous peuvent voir. Reste jusqu'à la fin, car la dernière est la plus importante, une habitude difficile à reconnaître, mais qui révèle à quel point tu as cessé de grandir intérieurement. Si tu trouves ces vidéos utiles, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des nouvelles publications. Commençons. Il existe une habitude qui vieillit plus vite que les années, se plaindre de tout. Le plus drôle, c'est que beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Ils s'assoient, soupirent, et le récital commence. Le mal de dos, le gouvernement, le climat, les voisins, les enfants. Une véritable symphonie de plaintes, répétée jour après jour. Et ensuite, ces mêmes personnes s'étonnent que les autres s'éloignent peu à peu. Personne ne veut être le public d'un orchestre désaccordé. La plainte constante est comme un bourdonnement qui épuise. Qu'elle soit petite ou grande, elle finit par vider l'énergie de tous ceux qui écoutent. Le problème n'est pas d'avoir des raisons de se plaindre, nous en avons tous, mais de faire de la plainte un mode de vie. Transformer chaque conversation en catalogue de malheurs n'éloigne pas seulement les autres, cela assombrit l'esprit. C'est comme enfiler des lunettes grises qui filtrent toute la beauté qui existe encore autour de toi. Tu commences la journée en pensant à ce qui te manque, à ce qui s'est mal passé, à ceux qui t'ont déçu. Sans t'en rendre compte, tu deviens dépendant de l'insatisfaction. Ce qui est tragique, c'est que cette habitude n'adoucit pas, elle durcit l'âme. Si tu regardes de près, derrière chaque plainte se cache une peur. Peur de perdre le contrôle, peur que la vie change sans ton consentement, peur de ne pas être entendu. Mais se plaindre ne donne pas plus de pouvoir. Cela enferme seulement dans un cercle de frustration. C'est comme essayer de se sécher avec une serviette mouillée. Plus tu insistes, plus tu restes trempé. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps, tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler la manière dont tu l'interprètes. Et cet enseignement ne prend pas d'âge. Peut-être que vieillir ne se mesure pas en années, mais au nombre de fois où tu répètes les mêmes plaintes. À chaque fois que tu dis « tout va mal », tu renforces cette idée, et ton esprit obéit. Mais lorsque tu commences à remercier, même pour les petites choses, quelque chose change. Le mot « merci » a le pouvoir d'ouvrir des fenêtres dans des pièces où il n'y avait que de l'obscurité. Remercier ne veut pas dire nier la réalité, mais choisir où poser ton attention. Parler de ce qui va bien ne fait pas de toi quelqu'un de naïf, mais une personne consciente que tout n'est pas perdu. Si tu y réfléchis, chacun vieillit de deux manières, par le passage du temps ou par le poids de ses propres paroles. Et les paroles qui pèsent le plus sont les plaintes. Il n'existe pas de ride plus visible que celle de l'âme amère. Alors, la prochaine fois que tu seras sur le point de te plaindre, fais l'expérience de te taire quelques secondes et de chercher quelque chose pour lequel être reconnaissant. Peut-être découvriras-tu que la vie n'est pas aussi grise que tu le pensais. Il te suffisait simplement de changer la lumière avec laquelle tu la regardes. Comme l'a dit un sage stoïcien, celui qui apprend à remercier rajeunit l'âme davantage que celui qui tente seulement de cacher ses années. Passons maintenant à un autre comportement qui, bien qu'il paraisse inoffensif, peut rendre n'importe quelle conversation insupportable. Il s'agit de quelque chose que beaucoup refusent d'admettre, mais que tout le monde a déjà observé. Il existe des personnes qui ne laissent pas les autres parler. Elles n'écoutent pas. Elles interrompent, corrigent, coupent la parole ou transforment toute discussion en un cours magistral intitulé « Je sais mieux que toi ». Et elles le font avec une telle naturelle qu'on pourrait croire que c'est un talent. Ce qui est intéressant, c'est que ce comportement tend souvent à s'accentuer avec l'âge, comme si vieillir donnait une licence pour parler sans fin. Pourtant, personne n'aime être avec quelqu'un qui monopolise la conversation. Peu importe la sagesse que l'on croit posséder, si on ne laisse pas d'espace aux autres, on finit par parler seul. Beaucoup de personnes âgées tombent dans ce piège sans s'en rendre compte. Elles pensent que leur expérience leur donne automatiquement raison, et surtout le droit d'avoir toujours le dernier mot. Bien sûr, l'expérience est précieuse. Mais elle ne se mesure pas à la force de la voix ni à la longueur des discours. La véritable sagesse ne cherche pas à se prouver. Elle se manifeste dans le silence, la patience et la capacité à écouter. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris, celui qui maîtrise sa langue possède plus de pouvoir que celui qui dominate les autres par ses mots. Parler sans écouter, c'est comme essayer de remplir un verre déjà plein, inévitablement, tout déborde.
Pense à la dernière fois où tu voulais raconter quelque chose d'important et que quelqu'un t'a interrompu avant même que tu termines. Tu te souviens de cette sensation? C'est comme heurter un mur invisible. Ça ne fait pas mal physiquement, mais ça frustre profondément. Interrompre, même si cela semble anodin, envoie un message très clair: ce que tu dis n'a pas autant d'importance que ce que je veux dire. Et c'est là que naît la distance émotionnelle. Les gens commencent à se taire, non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils sont fatigués de ne pas être écoutés. Et quand cela arrive, la solitude s'installe même entourée de monde. La philosophie stoïcienne enseigne quelque chose de très utile ici, la discipline du silence. Marc Aurèle disait: si tes paroles ne sont pas meilleures que le silence, alors tais-toi. Non pas parce que parler est mauvais, mais parce que parler sans conscience est une perte d'énergie. Écouter, au contraire, est un acte de respect, d'humilité et d'intelligence. Écouter permet de comprendre ce que l'autre ressent, de découvrir son histoire et de créer une connexion plus humaine. Beaucoup pensent qu'écouter est passif, presque ennuyeux. Mais ce n'est pas vrai. Écouter activement, c'est participer. C'est offrir à l'autre un espace pour exister. Et lorsque tu écoutes vraiment, sans interrompre, sans préparer ta réponse dans ta tête, tu commences à remarquer des détails qui t'échappaient auparavant. Parfois, le secret pour avoir de meilleures conversations n'est pas de parler davantage, mais de parler moins, et de regarder davantage dans les yeux. Si tu sens que tu interromps souvent, il existe un simple exercice. Chaque fois que tu as envie de répondre avant que l'autre ait fini, respire. Oui, littéralement. Compte jusqu'à 3 avant d'ouvrir la bouche. Cela peut sembler insignifiant, mais ces quelques secondes changent tout. Elles permettent à l'autre de terminer ce qu'il voulait dire, et elles te donnent le temps de réfléchir à ce que tu t'apprêtes à ajouter et à te demander si cela apporte vraiment quelque chose. En pratiquant cela, tu verras que les conversations deviendront plus fluides, plus légères et moins tendues. Une autre stratégie consiste à t'observer. Lorsque tu parles, demande-toi: est-ce que je partage, ou est-ce que je m'impose? Oui, observe-toi pendant que tu parles. Remarque combien de fois tu dis un moi, combien de fois tu interromps, ou combien de fois tu ramènes la conversation à ton histoire. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais d'entraîner la conscience. Parfois, le silence approprié dit plus que n'importe quel discours. Lorsque les gens sentent que tu les écoutes vraiment, ils commencent à se confier, à s'ouvrir, et les relations deviennent plus authentiques. Le respect dans la communication ne se démode jamais. C'est une habitude à cultiver chaque jour, tout comme l'empathie ou la bienveillance. Personne ne se souvient de celui qui a parlé tout le temps, mais on se souvient de celui qui a su écouter avec le cœur. Alors, avant de vouloir toujours avoir raison, essaie de comprendre. Ne cherche pas la dernière parole, cherche la compréhension. Au final, c'est cela qui laisse une trace. Comme le disait Épictète, le sage ne cherche pas à avoir raison, il cherche à comprendre. Passons maintenant à un autre comportement encore plus subtil, celui de vivre ancré dans le passé. Ce qui arrive souvent est que la vie continue de passer devant toi sans que tu t'en rendes compte. Et non, il ne s'agit pas d'oublier d'où tu viens ni de renier ton histoire. Il s'agit de comprendre que regarder en arrière trop souvent ne rend pas plus sage, cela te rend absent. Certaines personnes vivent comme si leur meilleure version était restée coincée dans un souvenir vieux de 20 ans. Elles répètent encore et encore comment c'était à l'époque, quand elles étaient jeunes, quand les choses fonctionnaient, quand les gens avaient des valeurs. Ces comparaisons constantes ne fatiguent pas seulement ceux qui les écoutent, elles vieillissent l'âme de celui qui les répète. Idéaliser le passé, c'est comme essayer de retourner dans une maison qui n'existe plus. Peut-être que l'endroit existe encore, mais toi, tu n'es plus le même. Et cela change tout. La nostalgie peut être douce, mais lorsqu'elle devient excessive, elle s'accroche et t'enferme. Elle te fait croire que c'était mieux avant, alors qu'en réalité, c'était simplement différent. Chaque époque a ses lumières et ses ombres. Mais lorsque tu te bloques dans les phrases comme « plus rien n'est comme avant », tu te déconnectes du présent. Les jeunes t'écoutent, oui, mais de loin. Pas parce qu'ils te manquent de respect, mais parce qu'ils sentent que tu parles depuis un monde auquel ils n'appartiennent pas. La philosophie stoïcienne nous enseigne quelque chose de profondément libérateur: accepter ce qui est. Marc Aurèle disait que s'opposer au cours naturel du temps, c'est lutter contre l'univers lui-même et il n'y a pas de bataille plus perdue que celle-là. S'accrocher au passé ne change rien à ce qui fut. Cela t'empêche simplement de voir ce qui peut encore être. S'adapter ne signifie pas renoncer, mais avancer avec intelligence. C'est comprendre que chaque étape de la vie a sa beauté et son sens, même celle qui ne ressemble plus aux précédentes. Souvent, vivre dans le passé n'est qu'une forme de peur. Peur du nouveau, peur de l'inconnu, peur de ne plus trouver sa place dans un monde qui change rapidement. Mais la sagesse ne consiste pas à rester figé. Elle consiste à rester humble et prêt à apprendre, même lorsque tout semble différent. Les personnes les plus admirables ne sont pas celles qui disent « avant, c'était mieux », mais celles qui disent « je veux comprendre ce qui existe maintenant ». S'adapter n'efface pas ton histoire, cela l'honorer.
Cela signifie que tu continues de grandir, que tu n'as pas abandonné, que tu as encore quelque chose à offrir. Rester figé dans le passé, c'est comme regarder en boucle un film qui est déjà terminé. Tu connais chaque scène, mais tu n'arrives pas à en détourner les yeux, pendant que dehors, une autre histoire se déroule sans toi. Si tu veux un conseil concret, et c'est ceci, la prochaine fois que tu te surprends à dire « avant c'était mieux », remplace cette phrase par « aujourd'hui peut être différent ». Au début, cela semble étrange, presque forcé. Mais peu à peu, l'esprit apprend à lâcher. Et quand tu lâches, tu récupères quelque chose de précieux, la présence. Tu commences à voir les petites choses que tu ne voyais plus. Tu découvres que même si le monde change, il y a toujours de la beauté dans le simple. Il y a encore des moments qui méritent d'être vécus. Parce qu'au final, l'âge ne se mesure pas en années, mais en capacité à continuer de s'émerveiller. Celui qui se ferme au présent vieillit 2 fois, dans son corps et dans son esprit. Celui qui apprend à s'adapter rajeunit de l'intérieur et cela se voit dans le regard. La manière dont nous conversons et dont nous habitons le monde en dit beaucoup sur la jeunesse de notre âme. Comme le disait Marc Aurèle, rien n'est plus jeune qu'un esprit capable d'accepter le présent, sans peur et sans nostalgie. Poursuivons avec une autre erreur fréquente, souvent déguisée en expérience, mais qui ne fait en réalité que créer de la distance, critiquer les jeunes. Il existe une habitude qui vieillit plus vite que les rides, celle de critiquer la jeunesse. Beaucoup de personnes âgées le font sans s'en rendre compte, comme si c'était naturel. C'est presque devenu un sport national, ces jeunes ne savent rien. À mon époque, on travaillait vraiment. Aujourd'hui, ils veulent tout facilement. Ces phrases sonnent familières, n'est-ce pas? Pourtant, elles n'enseignent rien. Elles ne font qu'ériger des murs. Car chaque fois que l'on compare une génération à une autre, ce que l'on dit, même sans le vouloir, c'est « mon époque valait plus que la tienne ». Et à ce moment-là, le pont du dialogue se brise. La comparaison constante place celui qui parle dans une position de supériorité, et cela empêche la connexion. On croit guider, mais en réalité, on ferme des portes. Personne n'écoute avec plaisir quelqu'un qui commence par expliquer que tout ce que tu fais est mauvais. Chaque génération a son langage, son rythme, ses difficultés. Les jeunes d'aujourd'hui ne vivent ni mieux ni pire que ceux d'avant, ils vivent autrement. Les critiquer pour ne pas être comme nous, c'est comme reprocher à un oiseau de ne pas marcher comme nous. Et puis, soyons honnêtes, était-on vraiment aussi parfait à 20 ans? La mémoire embellit. Elle efface les erreurs et ne laisse que les souvenirs glorieux. Critiquer les jeunes, c'est parfois refuser de voir sa propre histoire. Les stoïciens nous rappelaient que le jugement que l'on porte sur les autres parle plus de nous que d'eux. Critiquer est simple. Comprendre exige de l'humilité. Et cette humilité ne vient pas automatiquement avec l'âge. Écouter sans juger est un acte de sagesse et d'amour. Parce qu'en écoutant vraiment, sans interrompre, sans corriger chaque mot, on dit « je te respecte, même si je ne pense pas comme toi ». Ce message a bien plus d'impact que n'importe quelle leçon. Peut-être que la clé est là, changer l'intention. Au lieu d'imposer ton expérience, partage-la comme on offre un outil, non comme on prononce une condamnation. Les jeunes n'ont pas besoin de maîtres autoritaires, mais d'adultes capables d'accompagner sans éteindre leur lumière. Pense à une plante, tu peux lui crier de pousser, elle n'ira pas plus vite. Mais si tu lui donnes de la lumière et de l'eau, elle fleurira d'elle-même. Avec les personnes, c'est la même chose. Si tu veux vraiment te connecter avec les nouvelles générations, commence par écouter. Pose plus de questions et donne moins d'opinions. Intéresse-toi à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils sentent, à la manière dont ils voient le monde. Même si tu ne comprends pas tout, le simple fait d'écouter sans juger fait déjà une grande différence. Quand un jeune se sent écouté, il s'ouvre. Quand il se sent critiqué, il se ferme. C'est aussi simple que cela. Et surtout, arrête de comparer. Ne dis plus, à ton âge, moi je. Cela n'aide personne. Tu n'es plus à son âge, ni dans son époque. Chaque génération a ses batailles. La tienne en était une, la leur en est une autre. Aujourd'hui, ils vivent dans un monde de bruit, de vitesse, de pression constante, de visibilité permanente. Beaucoup luttent contre l'anxiété, la peur de ne pas être assez, l'obligation de réussir avant même de savoir qui ils sont. Et cela n'a rien de facile. Respecter leur rythme ne signifie pas renoncer à tes valeurs. Cela signifie comprendre que chacun apprend différemment. Le respect dans la communication, cet art de parler sans blesser et d'écouter sans préjugés, ne vieillit jamais. C'est une vertu universelle, comme la bonne musique ou l'humour authentique, elle est appréciée en tout temps. La prochaine fois que tu te surprends à critiquer les jeunes, arrête-toi un instant et demande-toi, et si, au lieu de juger, j'essayais de comprendre? Peut-être découvriras-tu qu'ils ne sont pas perdus. Peut-être qu'ils attendent simplement quelqu'un qui les regarde sans étiquette. Car au fond, toutes les générations désirent la même chose, être vues, respectées, comprises. Et cela, vraiment, n'a pas d'âge. Comme le dit Brian Tracy, écouter sans juger est le pont le plus court entre deux générations.
Passons maintenant à un sujet délicat, rarement abordé mais visible par tous, le négligé de soi. Il n'est pas nécessaire d'être un modèle pour remarquer que la manière dont on se présente au monde en dit long sur nous. Et non, il ne s'agit ni de vanité ni d'apparence, mais de respect. Du respect envers soi-même. Lorsque tu cesses de prendre soin de toi, tu envoies un message silencieux à ton corps et à ceux qui t'entourent, je ne m'importe plus vraiment. Cette phrase n'a pas besoin d'être prononcée pour être ressentie. Elle pèse. Beaucoup confondent le passage du temps avec une permission d'abandon. À mon âge, pourquoi me soigner, disent certains, comme si la vie avait une date d'expiration pour le respect de soi. Mais ce n'est pas le cas. Se négliger n'est ni un signe de sagesse, ni de maturité. C'est une marque de déconnexion. Quand on se laisse aller, ce n'est pas seulement l'apparence extérieure qui se fane, c'est l'intérieur aussi. L'estime de soi ne s'effondre pas d'un seul coup. Elle s'use doucement, chaque jour où tu évites ton reflet, chaque fois que tu te dis « peu importe ». Cela peut sembler superficiel de parler d'hygiène ou d'apparence, mais la réalité est simple, le visible révèle l'invisible. La manière dont tu te présentes au monde raconte la vérité de ton état intérieur. Un visage propre, des vêtements soignés, une odeur fraîche. Ce ne sont pas des luxes. Ce sont des signes de vie. Ils montrent que tu tiens encore à ta présence dans le monde, que tu es là, éveillé, avec énergie et dignité. Les stoïciens parlaient de l'équilibre entre le corps et l'esprit. Pour eux, l'ordre extérieur aide à préserver la clarté intérieure. La propreté n'était pas une question de vanité, mais de discipline. Car lorsque tu te prépares avec attention, lorsque ton environnement reste propre, tu ne fais pas cela pour les autres. Tu te rappelles à toi-même que tu mérites de te sentir bien. Beaucoup pensent que les gens remarquent les vêtements ou la coiffure. En réalité, ce que l'on perçoit, c'est l'énergie. Une personne qui se soigne dégage une vitalité naturelle, même avec des rides ou des cheveux blancs. À l'inverse, quelqu'un qui se néglige, même habillé avec élégance, transmet une certaine lourdeur. Ce n'est pas une question de mode, mais de présence. Imagine ton corps comme la maison de ton âme. Si tu la laisses se salir, se désordonner ou se détériorer, tu envoies le message que ce qui vit à l'intérieur n'a plus de valeur. Mais si tu en prends soin simplement, sans excès, tu affirmes que la vie qui t'habite est encore précieuse. Dans la vieillesse, cela vaut de l'or. Le manque de soins personnels influence aussi les relations. Instinctivement, les gens s'éloignent de ce qui évoque l'abandon. Non pas par superficialité, mais parce que cela réveille une tristesse ou un inconfort. À l'inverse, quelqu'un qui conserve une image vive et propre inspire confiance. Pas besoin de se mettre sur son 31. Il suffit d'un éclat, celui qui naît de l'amour propre. Si tu veux commencer à changer, fais-le simplement. Pas besoin de transformations extrêmes. Commence par l'essentiel, une douche quotidienne, un peu de parfum, des vêtements propres, un coiffage simple, un sourire. Soigne ta posture, marcher droit change non seulement la manière dont les autres te voient, mais aussi ce que tu ressens de toi-même. Observe ton environnement. Est-il propre? Ordonné? Aéré? Ton espace reflète ton esprit. Le garder en ordre, c'est prendre soin de ton équilibre intérieur. Et si un jour tu n'as pas la force de le faire pour toi, fais-le par respect pour ceux qui vivent près de toi. Car vivre avec quelqu'un qui se respecte rend la vie plus douce, plus légère, plus humaine. Il ne s'agit pas de paraître jeune, mais de montrer que tu es encore présent. La dignité ne se mesure ni à l'âge ni à la mode, mais à la manière dont tu choisis d'apparaître au monde, même lorsque personne ne te regarde. Prendre soin de soi n'est donc pas un acte superficiel. C'est une déclaration silencieuse d'amour propre. C'est dire à la vie, je suis encore là. Avec engagement, respect et gratitude. Car un corps soigné ne porte pas seulement une bonne odeur, il irradie quelque chose de bien plus profond, la joie d'être vivant. Comme le disait Carl Jung, celui qui se soigne ne cherche pas à impressionner, il honore la vie qui continue de battre en lui. Ce qui autrefois était touchant finit par devenir une boucle dont tout le monde veut s'échapper. Raconter des histoires est quelque chose de beau. Cela nous relie, nous fait nous sentir vivants, nous rappelle qui nous avons été. Mais lorsque cela devient une habitude de répéter toujours les mêmes histoires, quelque chose se fige. C'est comme un disque rayé qui refuse d'avancer. Et il ne s'agit pas seulement d'ennui. C'est le signe que l'esprit a cessé d'explorer de nouvelles expériences. Les souvenirs sont importants, bien sûr. Mais vivre uniquement à travers eux peut devenir une manière silencieuse d'abandonner le présent. Parfois, répéter les mêmes histoires est une façon inconsciente de se sentir encore vu. C'est comme dire, regardez-moi, j'ai encore quelque chose à raconter. J'existe encore. Et oui, tu comptes. Mais la meilleure façon de garder l'intérêt des autres n'est pas de rappeler toujours les mêmes choses. C'est de montrer que tu continues d'apprendre, de ressentir, d'évoluer. La philosophie stoïcienne parlait énormément de cela, ne pas s'accrocher au passé ni à ce qui ne peut plus être changé. Marc Aurèle disait que le sage vit en harmonie avec le moment présent.
Si ton esprit tourne sans cesse autour des mêmes souvenirs, tu cesses de vivre dans l'instant. Et c'est là que l'on vieillit vraiment. Il y a aussi un aspect émotionnel. Nous répétons ce qui nous a marqué, les victoires, les pertes, les histoires qui ont laissé une trace. Il ne s'agit pas d'interdire ces souvenirs, mais de les accompagner d'une écoute consciente. Si tu remarques que tu racontes souvent la même histoire, demande-toi, quelle émotion n'a pas encore été apaisée? Peut-être que ce dont tu as besoin n'est pas de la répéter encore, mais de la comprendre, de faire la paix avec elle. Voici un conseil pratique, renouvelle tes conversations. De la même manière qu'on ouvre les fenêtres pour laisser entrer l'air frais, il faut aérer l'esprit. Lis quelque chose de nouveau, regarde un film différent, demande aux autres de partager leurs expériences. Écoutez les autres aussi rajeunis. Car lorsqu'on questionne, on apprend. Et quand on apprend, on s'expand. Chaque nouveau dialogue est une opportunité de grandir, pas de rester enfermé dans la nostalgie. Pense à la façon dont tu te sens quand quelqu'un t'écoute vraiment. C'est agréable, n'est-ce pas? Les autres ressentent la même chose. Écouter et poser des questions équilibre la conversation. Cela crée un véritable échange au lieu d'un monologue interminable. Il n'est pas nécessaire d'être le protagoniste à chaque discussion. Parfois, le rôle le plus sage est celui de l'auditeur. Les stoïciens accordaient plus de valeur au silence qu'au discours, car ils savaient que celui qui écoute comprend davantage que celui qui parle sans arrêt. Il ne s'agit pas d'arrêter de raconter tes histoires. Au contraire, raconte-les, mais avec mesure. Et surtout, avec intention. Une histoire perd sa force quand elle devient un simple remplissage. Mais lorsqu'elle est partagée pour inspirer, transmettre ou connecter, elle reprend son sens. Pas besoin d'être jeune pour avoir des conversations nouvelles. Il suffit de garder la curiosité vivante. La répétition excessive lasse parce qu'elle arrête le mouvement de l'esprit. Et l'esprit, comme l'eau, se met à stagner lorsqu'il ne circule plus. Rester intéressé, informé, attentif aux autres est la meilleure manière de montrer que tu es vivant. Non pas seulement par ce que tu racontes, mais par ta capacité à écouter, à t'adapter, à te laisser encore surprendre par la vie. Alors, la prochaine fois que tu sens l'envie de répéter encore une histoire, fais une pause. Pose une question. Intéresse-toi à ce que l'autre vit maintenant. C'est ainsi que tu restes présent. Vivant. Ouvert. Tu pourrais découvrir de nouvelles histoires qui méritent d'être racontées. Et cette fois, pas seulement par toi. Comme le disait Sénèque, les histoires les plus sages ne sont pas celles que l'on répète, mais celles qui se renouvellent à chaque écoute. Passons maintenant à une autre habitude bien répandue. Le besoin constant d'avoir toujours raison et de donner des conseils que personne n'a demandé. Il existe une habitude qui fait vieillir plus vite que les années, celle d'imposer ses opinions et ses conseils non sollicités. Tu l'as sûrement déjà vu. Peut-être même que tu la pratiques sans t'en rendre compte. C'est cette tendance à vouloir régler la vie des autres avec des phrases du type « Si j'étais toi ». Je te dis ça par expérience. Écoute-moi, j'ai déjà vécu ça. Ce qui est curieux, c'est que bien souvent, l'autre n'a rien demandé. Il voulait simplement être écouté. Mais certains ne supportent pas de laisser un silence sans le remplir d'une sagesse qui leur appartient. Imposer son point de vue ne fait pas de toi quelqu'un de sage. Cela te rend simplement lourd. Car même si ton intention est bonne, la manière compte énormément. Personne n'aime sentir que sa vie est un projet inachevé que quelqu'un d'autre essaie de réparer. Et lorsqu'on parle en disant « je sais mieux que toi », l'autre se ferme. C'est simple, plus tu essaies d'imposer tes idées, plus tu génères de résistance. Personne ne change par obligation, encore moins à travers des sermons déguisés en affection. La plupart du temps, ceux qui donnent des conseils non sollicités ne le font pas par malveillance, mais par besoin de se sentir utile. Ils croient t'aider. Mais souvent, conseiller devient une manière subtile de contrôler. Il existe une grande différence entre accompagner et diriger. Le premier découle de l'empathie, le second de l'ego. Les stoïciens le comprenaient bien. La sagesse ne s'impose pas. Elle s'offre avec humilité. Sénèque disait que le sage ne cherche pas à dominer l'esprit d'autrui, mais à le comprendre. Donner un conseil sans écouter revient à vouloir soigner quelqu'un sans connaître sa blessure. Imagine, une personne te confie quelque chose de difficile, quelque chose qui lui fait mal. Et toi, au lieu d'écouter, tu sautes directement à la solution, tu devrais faire ceci. Voilà pourquoi ça t'arrive. Le résultat? L'autre se sent jugé, incompris, et se referme. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas une solution immédiate, mais une présence. Parfois, ce dont une personne a besoin, ce n'est pas d'un manuel, mais d'une oreille attentive. Écouter sans intervenir peut être beaucoup plus guérisseur que 1000 conseils. Voici un outil simple. Avant de répondre, demande-toi, est-ce qu'il me parle pour être compris, ou pour être conseillé? Si c'est pour être compris, alors écoute. Accompagne. Offre ta présence. Tu n'imagines pas la puissance d'un silence empathique. Et si tu sens que ton expérience pourrait t'aider, propose-la comme une possibilité, pas comme une vérité,
au lieu de « tu dois ». Essaie, peut-être que ceci pourrait t'aider, ça m'a aidé moi. La différence paraît légère, mais elle change tout. Et surtout, sache quand te taire. C'est aussi un signe de maturité. Certaines conversations n'ont pas besoin de réponse. Juste de présence. Le silence bien utilisé n'est pas de la froideur, c'est du respect. C'est dire à l'autre, je t'écoute sans vouloir te corriger. Les stoïciens pratiquaient la retenue. Ils savaient que toutes les pensées ne méritent pas d'être exprimées, que toutes les opinions n'ont pas besoin d'être partagées. Parfois, se taire est une sagesse plus profonde que la plus brillante des paroles. Et réfléchis, combien de fois as-tu réellement changé d'avis parce que quelqu'un te l'a imposé? Probablement jamais. Le véritable changement vient de l'intérieur, pas du discours de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi les meilleurs conseils ne s'imposent pas. Ils s'inspirent. Ils se partagent. Ils se montrent par l'exemple. La prochaine fois que tu sens la tentation de corriger, d'enseigner ou d'imposer ta vérité, fais une pause. Écoute. Peut-être que cette personne n'a pas besoin d'une direction. Peut-être que ce qu'elle demande, c'est simplement d'être comprise. Peut-être que ce qu'elle cherche, ce n'est pas de la sagesse, mais de la compagnie. Au fond, c'est ce que nous recherchons tous, quelqu'un qui nous écoute sans essayer de nous changer. La véritable sagesse ne crie pas, ne donne pas d'ordre et ne se vante pas de son expérience. Elle parle avec calme, s'exprime avec douceur et sait se retirer au bon moment. Car le respect, comme l'amour, ne s'impose pas, il se démontre. Comme le disait Sénèque, le sage ne donne pas de conseils. Il offre son silence pour que l'autre trouve son propre chemin. Nous arrivons maintenant à l'une des habitudes les plus épuisantes, celle qui transforme chaque conversation en une sorte de cabinet médical improvisé. Il existe un type d'échange qui peut fatiguer davantage qu'une journée entière de travail. Celui qui tourne constamment autour des maladies, des médecins et des traitements. Tu connais sûrement quelqu'un ainsi, ou peut-être que toi-même l'as déjà fait sans t'en rendre compte. Ce sont ces discussions qui commencent par « je t'ai raconté ce que le médecin m'a dit » et qui se terminent en un long monologue de symptômes, de médicaments et de diagnostics. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que même si ce sujet peut être important, il finit par drainer l'énergie de tous ceux qui écoutent. Quand la santé devient le seul thème de conversation, l'atmosphère s'alourdit au point que même l'air semble vouloir partir. Bien sûr, prendre soin de son corps est essentiel. Personne ne dit qu'il faut prétendre que tout va bien ou ignorer ce que l'on ressent. Mais lorsqu'à s'engrave chaque rencontre sociale, l'on se retrouve plongé dans une consultation médicale improvisée, quelque chose se brise. Parler uniquement de maladie éteint l'étincelle de la vie. C'est comme si chaque mot apportait une nuée grise qui recouvre tout. Et peu à peu, les gens commencent à éviter ces conversations, non pas par manque d'affection, mais parce qu'elles les épuisent. Les stoïciens, maîtres de l'équilibre intérieur, avaient une vision très claire. La santé est importante, mais elle ne doit pas dominer la vie. Selon leur philosophie, il faut prendre soin du corps sans en faire une obsession. Car le corps n'est qu'un véhicule, pas la destination. En d'autres termes, se préoccuper sans cesse de sa santé revient à rester sur le quai à vérifier le train, sans jamais monter dedans pour voyager. Parler constamment de maladie a également un effet émotionnel profond. Cela renforce l'idée de fragilité, comme si tout ce qu'il reste à vivre dépendait de la douleur ou de l'âge. Mais sais-tu ce qui se passe lorsque tu changes de perspective? Lorsque, au lieu de parler de ce qui te fait souffrir, tu évoques ce qui t'inspire ou te rend heureux. Quelque chose s'allume. L'énergie change. Tu retrouves de la vitalité. Le regard reprend de l'éclat. Car les mots peuvent aussi bien guérir qu'abîmer, selon la manière dont on les utilise. Prenons un exemple simple. Imaginons que ton médecin te conseille de marcher davantage. Tu peux rentrer chez toi en te plaignant de la fatigue. Ou tu peux choisir de profiter de la promenade, sentir l'air frais, contempler le ciel. Le fait est le même, mais l'attitude change tout. Parler de ce que tu peux faire, plutôt que de ce qui te limite, te redonne de la force. Et cela rajeunit l'âme. Une bonne stratégie pour sortir du cercle des conversations médicalisées est de se poser cette question avant de parler. Ce que je vais dire va-t-il apporter de l'énergie ou en enlever? Si ce que tu t'apprêtes à partager ne fait qu'augmenter l'inquiétude, il est peut-être préférable de le réserver au médecin, ou de l'écrire dans un journal personnel. Mais si tu es capable de transformer cette expérience en quelque chose de constructif, alors oui, partage-la. Par exemple, au lieu de raconter une douleur ou une maladie, tu peux parler de ce que tu as appris en prenant soin de toi, ou d'une nouvelle habitude qui t'a fait du bien. Passer de la plainte à la réflexion change toute l'énergie du dialogue. Parler d'autres sujets ne te rend pas seulement plus intéressant, cela garde aussi ton esprit vif. S'intéresser à ce qui se passe dans le monde, à ce que vivent les autres, à des livres, des films ou à n'importe quoi qui éveille ta curiosité, élargit ton esprit et ton cœur. Et cela, même si cela sonne poétique, est aussi une forme de santé. Car il n'existe aucune vitamine plus puissante qu'une conversation légère, joyeuse et sincère. La santé, lorsqu'elle est comprise dans sa totalité,
ne consiste pas seulement à ne pas être malade, mais à conserver la joie de vivre. Et cette joie se cultive lorsqu'on apprend à équilibrer le soin et le plaisir. Si tu passes plus de temps à parler de ce qui t'inspire que de ce qui te fait souffrir, ton entourage se sentira plus proche, plus chaleureux, plus vivant et toi aussi. Alors, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, laisse de côté les ordonnances quelques instants et raconte-lui quelque chose qui t'a fait sourire. Parle de ce que tu aimes, de ce qui te donne envie de continuer à avancer. Parce que prendre soin de sa santé ne devrait pas être un fardeau, mais une façon de dire merci pour la chance d'être encore là. Et n'oublie pas, vivre ne consiste pas seulement à rester debout, mais à avoir des raisons de se lever chaque matin avec enthousiasme. Comme le défendait Gandhi, parler de ce qui nous réjouit contribue aussi à guérir. L'âme a besoin de conversation, tout autant que le corps a besoin de soins. L'habitude suivante est moins visible, mais elle pèse davantage que les années, vivre avec des ressentiments. Il existe une forme de vieillissement qui ne se voit pas sur la peau, mais qui marque l'âme, celle des personnes qui vivent dans l'amertume. Ce sont des personnes qui, même si elles sourient parfois, ont dans le regard un poids de reproche, dans les mots une pointe de dureté, et dans le cœur des comptes jamais réglés. Peu importe le temps qui passe ou les occasions que la vie leur offre pour lâcher prise, elles restent accrochées à ce qui leur a fait mal. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette amertume ne punit pas le passé, mais le présent. Pendant ce temps, la vie continue, sans demander la permission. Garder du ressentiment, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffrira. Et bien sûr, le seul qui finit malade, c'est toi. Certaines personnes s'habituent tellement à être en colère qu'elles finissent par confondre leur amertume avec leur personnalité. Elles croient que c'est leur caractère, alors qu'en réalité, elles portent en elles une blessure jamais fermée. Chaque conversation devient une plainte, chaque souvenir une occasion de rouvrir la douleur. Et sans s'en rendre compte, elles finissent par éloigner tous ceux qui les entourent. Car personne ne désire rester près de quelqu'un qui diffuse une négativité constante, même si cette personne a pu être, autrefois, quelqu'un de très bon. La philosophie stoïcienne l'exprimait avec une grande clarté. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres t'ont fait, mais tu peux contrôler ce que tu décides d'en faire. Rester prisonnier d'une offense passée, c'est comme marcher avec un caillou dans la chaussure. Tu peux continuer d'avancer, mais avec douleur. Et surtout, sans profiter du voyage. Il arrive un moment où le corps vieillit, mais l'âme aussi peut se contracter, se rigidifier, s'aigrir, jusqu'à devenir incapable de goûter aux choses simples. Parfois, l'amertume commence par quelque chose de petit, une déception, une trahison, un malentendu. Mais lorsqu'on ne la travaille pas, elle se transforme en une ombre qui finit par tout couvrir. Cette ombre se glisse dans les conversations, dans les gestes, dans la façon de regarder les autres. On finit alors par critiquer plus qu'on écoute, comparer plus qu'on remercie, et vivre davantage dans le passé que dans le présent. Et le plus triste, c'est que l'on devient exactement ce qui nous a autrefois blessés, quelqu'un incapable de transmettre la paix. Le pardon, même s'il peut sonner comme un mot de sermon, est en réalité une manière de rajeunir de l'intérieur. Non pas parce qu'il efface ce qui est arrivé, mais parce qu'il nous libère du poids de continuer à le porter. Pardonner, ce n'est pas justifier. C'est décider de ne plus permettre à ce souvenir de nous voler notre joie. C'est lâcher la corde du ressentiment pour pouvoir avancer sans traîner de chaîne. Si tu veux vraiment pratiquer le pardon, essaie ceci. Chaque fois qu'une pensée amère revient, cette scène ancienne que tu connais déjà par cœur, imagine-la comme une valise. Pèse-la mentalement. Demande-toi combien elle te coûte. Combien d'espace elle occupe en toi. Puis fais le geste de la poser au sol. Tu n'as pas besoin de la jeter à la mer ou de l'incendier. Juste, laisse-la là. Avec le temps, tu verras qu'il devient plus facile de marcher. Une autre méthode simple consiste à changer le type de conversation que tu as avec toi-même. Si tu te répètes constamment que les gens ne changent pas, que tout le monde te déçoit, que personne ne te comprend, tu finiras par y croire. Mais si tu commences à te parler avec compassion, avec des phrases comme « ça suffit »,« cela aussi passera »,« je ne vais plus porter cela », quelque chose en toi commence à s'adoucir. Car la paix n'arrive pas d'un seul coup. Elle se cultive, comme une plante, avec constance, silence et lumière. Et en parlant de lumière, il y a quelque chose qui ne trompe jamais. La paix intérieure se remarque plus que les mots. On peut feindre un sourire, on peut imiter la courtoisie, mais la sérénité intérieure ne se joue pas. Elle se ressent. Elle se voit dans le regard, dans la manière de répondre, dans la façon d'accueillir ce qui échappe à notre contrôle. Les personnes qui ont appris à pardonner ont une tranquillité différente, presque contagieuse. Et cette tranquillité rajeunit plus que n'importe quelle crème ou chirurgie. Alors si tu te reconnais dans cette tendance à revivre encore et encore ce qui t'a blessé, fais-toi un cadeau, lâche prise. Pas pour les autres, mais pour toi. Parce que la vie est trop courte pour la passer à répéter les mêmes chapitres. L'amertume vieillit l'âme. Le pardon, lui, la renouvelle. Au fond, il ne s'agit pas d'oublier. Il s'agit de choisir de ne plus souffrir pour la même chose. Et c'est là, précisément là,
que commence la véritable jeunesse, celle de l'âme légère, celle du cœur en paix. Comme me disait mon père, pardonner n'efface pas le passé, mais cela nettoie le chemin pour vivre le présent sans poison. Passons maintenant à un comportement qui éteint la vitalité plus que n'importe quelle ride, refuser d'apprendre. Il y a une phrase qui semble inoffensive mais qui tue lentement la vitalité, je suis trop vieux pour ça. Tu l'as entendue 1000 fois, peut-être même l'as-tu dit toi-même. Elle sonne comme une résignation, une reddition déguisée. C'est l'équivalent émotionnel de fermer les fenêtres parce qu'on pense ne plus avoir besoin d'air frais. Mais le plus curieux, c'est que cette phrase n'use pas seulement le corps, elle use l'âme. Car celui qui cesse d'apprendre cesse de grandir. Et lorsque l'on cesse de grandir, on commence à se faner, même si l'on continue à respirer. Apprendre n'a pas d'âge. Ce qui a un âge, ce sont les excuses. Il existe des personnes de 20 ans déjà fatiguées du monde, et d'autres de 80 ans qui gardent encore une curiosité enfantine. La différence ne se voit pas sur les rides, mais dans l'attitude. Les stoïciens le savaient bien. L'âme se renforce en affrontant l'inconnu, pas en fuyant. Dans leur philosophie, chaque jour était une occasion d'exercer l'esprit, d'entraîner la raison, de s'adapter sans perdre son calme. Et c'est cela, la véritable jeunesse, celle de celui qui reste disposé à comprendre ce qu'il ne comprend pas encore. Quand tu refuses d'apprendre de nouvelles choses, tu deviens ton propre obstacle. Ce n'est pas le monde qui te laisse derrière, c'est toi qui choisis de rester immobile. Pense à la technologie, par exemple. Beaucoup de personnes âgées disent « je ne comprends pas ça », comme si le téléphone ou l'ordinateur étaient des êtres vivants avec lesquels il fallait négocier. Mais apprendre à utiliser quelque chose de nouveau n'est pas céder à la modernité, c'est rester en mouvement. Il ne s'agit pas de tout maîtriser, mais d'avoir l'humilité d'essayer. Chaque chose nouvelle que tu apprends est comme une gymnastique mentale qui garde ton esprit souple et curieux. Résister à l'apprentissage, c'est comme fermer un livre sans l'avoir terminé. Tu te prives d'histoire, d'idées et d'opportunités qui pourraient te transformer. Parfois, il ne s'agit pas d'apprentissage majeur, mais de petites choses. Essayer un plat différent, écouter de la musique nouvelle, comprendre comment pensent les jeunes, ou même apprendre un nouveau mot chaque jour. Ces gestes simples maintiennent l'esprit éveillé. Ils te rappellent que tu es toujours vivant et qu'il reste encore tant à découvrir. La phrase « je suis trop vieux pour ça » semble confortable, mais elle cache un piège. Elle donne une fausse impression de repos alors qu'en réalité elle endort, elle vole l'émerveillement. Or, l'émerveillement est ce qui garde la flamme de l'âme allumée. Quand tu perds la capacité de t'émerveiller, la vie devient grise, prévisible et ennuyeuse. Apprendre, au contraire, te reconnecte avec la curiosité, avec l'enthousiasme, et avec cet enfant intérieur qui se demande encore « et pourquoi ?» De plus, les nouvelles générations n'admirent pas ceux qui se plaignent du changement, mais ceux qui s'adaptent avec élégance. Rien n'est plus inspirant qu'une personne âgée qui, au lieu de dire « je ne comprends pas ces jeunes », dit « je veux les comprendre ». Cette attitude suscite le respect, non pas pour ce que tu sais, mais pour ce que tu es encore prêt à apprendre. En revanche, celui qui se replie sur son passé, qui critique tout ce qui est nouveau, finit isolé. Et pas parce que les autres l'excluent, mais parce qu'il se déconnecte lui-même du présent. Apprendre est, en quelque sorte, une forme de résistance contre le vieillissement émotionnel. Cela maintient l'esprit flexible et le cœur léger. Il n'est pas nécessaire de devenir un génie, de maîtriser plusieurs langues ou de suivre des cours d'informatique avancés. Il suffit d'avoir de la curiosité. Lire sur un sujet inconnu, poser des questions, demander de l'aide sans honte, ou simplement observer le monde avec intérêt. Tant que tu entretiens cette curiosité, peu importe ton âge, tu continueras à grandir. Et si tu as besoin d'un exemple, pense à la nature. L'eau qui coule ne se corrompt pas, tandis que l'eau stagnante oui. Il en va de même pour l'esprit. Lorsqu'il bouge, il reste pur, frais et vivant. Lorsqu'il s'arrête, il se contamine de peur, de plaintes et d'excuses. Alors ne te dis plus « je suis trop vieux pour ça ». Dis plutôt « il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau ». Cette simple phrase peut changer le cours de tes journées. Car au fond, résister à l'apprentissage, c'est résister à la vie. Et il n'y a pas de vieillissement plus triste que celui qui ne se permet plus de découvrir quoi que ce soit. Comprends bien ceci, mon ami, l'âme ne vieillit pas avec les années, elle vieillit quand elle cesse d'avoir de la curiosité pour le monde. Un autre comportement qui engendre des conflits silencieux apparaît dans la relation avec les enfants, la tentative de continuer à diriger leur vie. Il existe une habitude qui vieillit plus que les rides et les années. Croire que tes enfants ont encore besoin que tu leur dises comment vivre. Beaucoup de parents, avec les meilleures intentions, deviennent sans le vouloir des manuels ambulants de conseils non sollicités. Tu devrais faire ceci. À ton âge, moi j'avais déjà cela. Je ne sais pas comment tu peux décider ça. Et le plus curieux, c'est qu'ils le font par amour. Mais cet amour, lorsqu'il se transforme en contrôle, cesse d'être chaleureux et commence à sentir l'invasion. Soyons honnêtes,
Tes enfants ne sont plus ces petits perdus dans le supermarché, ni ces adolescents incapables de plier un t-shirt. Ce sont des adultes. Ils font des erreurs, oui, mais aussi des réussites qu'ils ne te racontent peut-être pas par peur de ton jugement. Ce qui autrefois était guide peut maintenant sonner comme critique. Et lorsque cela se produit, la relation se refroidit. Pas par manque d'affection, mais parce que personne ne veut se sentir constamment observé ou corrigé. La philosophie stoïcienne parlait beaucoup de cela. Accepter que tu ne contrôles pas les autres, même ceux que tu aimes. Les stoïciens disaient que la paix intérieure naît lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler. Parmi ces choses, il y a la vie de tes enfants. Autant que cela puisse te faire mal, tu ne peux pas la diriger comme si c'était une prolongation de la tienne. Ils ont le droit de se tromper, d'apprendre, de tomber et de se relever seuls. Si tu ne le laisses pas faire, ce que tu donnes n'est pas de l'amour, mais de la dépendance. Parfois, sans le vouloir, de nombreux parents âgés deviennent comme ces GPS qui insistent pour recalculer la route, même si le conducteur sait déjà où aller. Tourne ici, ne va pas par là, ce chemin ne me plaît pas. Et, bien sûr, à la fin, celui qui conduit finit par éteindre l'appareil. Il en va de même avec les enfants. Lorsqu'ils sentent que chaque pas qu'ils font est sous un radar constant, ils s'éloignent. Pas parce qu'ils n'aiment pas leurs parents, mais parce qu'ils ont besoin d'espace pour être eux-mêmes. L'amour ne se démontre pas en contrôlant, mais en faisant confiance. Et faire confiance ne signifie pas se désintéresser, mais reconnaître que tu as déjà fait ta part. Les valeurs, les conseils, les avertissements, tout cela est semé. Maintenant, il s'agit d'observer la croissance sans passer son temps à tout tailler. Si tu continues d'intervenir, tu risques d'arracher ce que tu voulais protéger. Une bonne stratégie consiste à changer l'attitude du « je te dis ce que tu dois faire » par celle du « je t'écoute si tu veux me parler ». Plutôt que de donner des instructions, offre ta présence. Pose des questions, mais ne questionne pas. Écoute, mais ne juge pas. Parfois, tes enfants ne cherchent pas de réponse, seulement de la compréhension. Ils n'ont pas besoin d'une leçon, mais d'un refuge. Lorsque tu apprends à accompagner sans imposer, la relation se transforme. Tu passes de la voix qui donne des ordres à la présence qui apporte la paix. Si ce pas te semble difficile, pense à ceci, ton enfant n'a plus besoin d'un capitaine, il a besoin d'un phare. Le capitaine prend le gouvernail, le phare, lui, éclaire depuis le rivage. Il est là, ferme et fiable, sans interférer dans la traversée. Et crois-moi, être un phare demande plus de sagesse qu'être capitaine. Cela signifie avoir la sérénité d'observer sans vouloir diriger, la maturité de comprendre que l'amour se manifeste aussi dans le silence. Ce que tu considères comme correct ne l'est pas nécessairement pour eux. Tous les chemins que tu as pris ne sont pas ceux qu'ils doivent suivre, et c'est bien ainsi. Ta tâche n'est plus de les protéger du monde, mais de les soutenir pour qu'ils l'affrontent avec leur propre force. Rappelle-toi, les enfants ne se perdent pas lorsqu'on leur donne la liberté, ils se perdent lorsque l'amour se confond avec le contrôle. Accompagner sans imposer est l'une des formes les plus élevées d'amour et de maturité. Et lorsque tu apprends cela, non seulement tu renforces le lien avec tes enfants, mais tu trouves aussi une paix qui ne dépend pas de ce qu'ils font ou laissent de faire. Paulo Coelho le résumait bien. L'amour ne consiste pas à diriger le chemin de l'autre, mais à marcher à ses côtés sans vouloir décider à sa place. Enfin, abordons le dernier point, peut-être le plus triste de tous. Lorsque cela se perd, la joie de vivre s'éteint. Il y a quelque chose de plus triste que les rides ou les petits mots, perdre la curiosité et le sens de l'humour. Certaines personnes vieillissent, non pas parce qu'elles prennent des années, mais parce qu'elles cessent de rire. Elles deviennent sérieuses, solennelles, incapables de rire d'elles-mêmes ou de voir l'absurde dans la vie. Elles marchent dans le monde comme si elles portaient un manuel invisible de choses qui ne font plus rire. Et bien sûr, personne ne veut rester longtemps à côté d'une personne qui a perdu le rire. Être avec quelqu'un qui ne rit plus, c'est comme visiter un musée intéressant, un moment, mais froid. Les gens oublient que rire est une forme d'intelligence. Et je ne parle pas de raconter des blagues, mais d'avoir la capacité de relativiser, de ne pas dramatiser tout, de ne pas se prendre trop au sérieux. Être trop sérieux est épuisant pour soi-même et pour les autres. La vie commune devient un champ de mine où chaque commentaire peut être pris comme une offense. Tout se critique, tout s'analyse, tout se juge, et soudain, la vie perd sa couleur. Car sans humour, même les bons jours semblent lourds. Les stoïciens, ces vieux sages qui comprenaient la vie mieux que beaucoup de modernes, disaient que la souffrance humaine ne vient pas tant de ce qui arrive, mais de la manière dont nous l'interprétons. Si tu prends tout comme une tragédie, tu vivras dans un drame constant. Lorsque tu apprends à rire, même de tes propres erreurs, tu te libères. La philosophie stoïcienne enseigne que l'humour est une forme d'acceptation, une manière élégante de dire « oui, la vie est parfois absurde, mais je continue ». Perdre la curiosité, c'est aussi vieillir, c'est comme éteindre la lumière intérieure. Quand tu cesses de te poser des questions, quand plus rien ne te surprend, l'esprit se fige. Tu commences à répéter des phrases comme « j'ai tout vu » ou « cela ne m'intéresse pas ».
Sans t'en rendre compte, tu te déconnectes du présent. La curiosité n'est pas réservée aux jeunes, c'est la nourriture de l'âme à tout âge. Qui reste curieux reste vivant. Pense aux enfants, ils ne rient pas parce qu'ils n'ont pas de problème, mais parce qu'ils vivent dans l'émerveillement. Tout leur semble nouveau, tout suscite des questions. Si tu pouvais retrouver un brin de cette curiosité, apprendre quelque chose de nouveau, essayer une recette différente, regarder le monde avec des yeux moins fatigués, ce sont de petits gestes qui rajeunissent l'esprit, qui maintiennent l'esprit éveillé. En revanche, celui qui croit tout savoir s'assoupit. Quant au sens de l'humour, il y a un secret que peu de gens comprennent. Rire de soi-même ne te déprécie pas, au contraire, cela te donne de la dignité. Seul celui qui se connaît bien peut se moquer de ses défauts avec bienveillance. Ceux qui vivent sur la défensive, incapables de supporter une plaisanterie, sont souvent ceux qui ont le plus peur de se regarder dans le miroir. En revanche, celui qui sait rire de ses manies, de ses oublis ou de sa maladresse transmet quelque chose de profondément humain, la légèreté. Et dans un monde si rigide, la légèreté est un vrai cadeau. Si tu sens avoir perdu cette étincelle, tu peux la retrouver. Commence par ne pas te prendre trop au sérieux. Personne ne contrôle la vie autant qu'il le croit. Nous faisons tous des erreurs, nous avons tous des jours maladroits. Au lieu de te sentir honteux, ris. Cela allège l'ego et soulage l'âme. Une autre bonne pratique consiste à refaire quelque chose pour la première fois. Apprendre une nouvelle compétence, visiter un lieu inconnu, parler avec quelqu'un d'une autre génération. La curiosité est comme un muscle, si tu ne l'exerces pas, il s'atrophie. Mais si tu la fais travailler, elle te maintient agile. Enfin, entoure-toi de gens qui rient. L'humour se propage plus vite que l'amertume et agit comme un vaccin contre l'apathie. Il n'est pas nécessaire de rire aux éclats en permanence, il suffit de garder le cœur léger. Celui qui conserve le rire conserve aussi l'espoir. Et l'espoir, à tout âge, est ce qui garde le regard vivant. Avant de t'inquiéter des rides ou de la mémoire, demande-toi si tu es encore capable de rire et de t'émerveiller. Si la réponse est oui, tu es plus jeune que tu ne le crois. Sinon, il est temps de dépoussiérer ton sens de l'humour, de regarder la vie avec curiosité et de te rappeler qu'aucun jour n'est perdu tant que tu peux encore sourire. Se libérer de l'âge ne supprime pas les années, mais efface les ombres qu'elles laissent. Maintenant, écris dans les commentaires, aujourd'hui je réveille mon sens d'humour. Je suis stoïque. Écris-le comme une affirmation, comme une trace de ton engagement envers le changement. Si ce message t'a aidé, aime, abonne-toi et active la cloche, car nous continuerons à partager du contenu qui te poussera à devenir plus sage, plus fort et plus maître de toi-même. Ton évolution a déjà commencé. Ne t'arrête pas maintenant.